Vous avez la parole, monsieur le questeur. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La commission mixte paritaire qui s'est tenue à midi sur ce second projet de loi de finances rectificative a abouti à un accord. La chose est suffisamment rare en matière de loi de finances pour que nous nous en réjouissions. Cet accord est une bonne nouvelle pour le pays. Après débat, avec des nuances bien sûr, la représentation nationale sait nouer les compromis nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire et économique, et de premières dispositions sociales sont prises. Ce contexte est exceptionnel, les inconnues sont nombreuses et les données économiques chaque jour fluctuantes. Nous savons ce texte attendu par tous ceux que la pandémie de Covid-19 expose aux pires difficultés. Dans un esprit de responsabilité, députés et sénateurs ont su travailler en bonne intelligence avec pour seul souci la préservation du tissu productif français et la reconnaissance de ceux qui, parfois au péril de leur vie, affrontent avec courage le danger du coronavirus. Il fallait faire la part entre l'urgence, le soutien aux soignants, à l'emploi et au tissu économique, mais aussi la nécessaire attention à des secteurs d'activité dont la situation nous semblait insuffisamment prise en compte. Enfin, la conscience que tout ceci doit se phaser dans le temps et qu'il y aura bien sûr un PLFR 3, affinant encore les points difficiles à arbitrer aujourd'hui. Et nous gardons présent à l'esprit, bien sûr, comment les oublier, les 8% de recul du PIB, le déficit public estimé aujourd'hui à 9,1% et enfin la dette à 115% du PIB, pardonnez du peu. Encore ces chiffres restent-ils suspendus à une aggravation que d'aucuns nous prédisent. Il y aura bien sûr un débat demain sur la façon de rembourser cette dette qui se creuse dans des proportions abyssales et de réduire l'impact du choc sur nos comptes publics. Les motifs de satisfaction du groupe Union Centriste sont nombreux. Pour nous, la CMP avait commencé ce matin sous les meilleurs auspices, après que Bruno Le Maire a annoncé l'exclusion des aides publiques pour les entreprises ayant leur siège dans un paradis fiscal. Cette annonce fait suite à l'adoption par la Haute Assemblée de notre amendement déposé à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet. C'est là une clarification bienvenue. Aucune entreprise violant le pacte social ne doit profiter de la solidarité nationale. Dommage que ça ne figure pas dans la loi telle qu'elle nous est proposée pour validation, mais on pourra peut-être y revenir. Autre motif de satisfaction, l'augmentation de 8 millions d'euros des crédits de la dotation particulière élue locale. Cette revalorisation permettra ainsi au gouvernement de respecter l'engagement qu'il avait pris en novembre dernier devant les maires des petites communes qui font aujourd'hui preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille. Cette avancée a pu être obtenue grâce au travail de notre collègue Sylvie Vermeillet, que je tiens à féliciter au nom de l'ensemble de mes collègues centristes. Je m'associe à elle pour saluer l'écoute et le travail fructueux des deux rapporteurs généraux, Albéric de Montgolfier et Laurent Saint-Martin. De la même façon, nous nous félicitons de l'élargissement du taux réduit de TVA à l'ensemble des équipements de protection. Nous espérons, avec notre président Hervé Marseille, que cette baisse de fiscalité sera répercutée dans les prix de ces produits devenus en quelques semaines de toute première nécessité. Parmi les apports significatifs du Sénat et de sa commission des finances figure l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires. Beaucoup de nos compatriotes travaillent durement et plus durement encore durant la crise sanitaire, dans des conditions extrêmement difficiles le plus souvent. Ce surcroît d'efforts devait être récompensé, il le sera grâce à l'accord obtenu en CMP. Nous avons par ailleurs entendu l'explication du gouvernement concernant la contribution des assurances à l'effort de redressement. Nous espérons que les discussions en cours aboutiront à une solution. Bien sûr, des motifs de regret demeurent et la perspective déjà proche d'un troisième PLFR sera peut-être pour nous l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier. Je songe ici aux amendements de notre collègue Annick Billon concernant la création d'un fonds d'urgence de lutte contre les violences intrafamiliales et d'aide à la parentalité. L'urgence de la crise économique ne doit pas nous faire perdre de vue les urgences non moins imminentes sur le front social. D'autres propositions portées par nos collègues continueront de retenir, à n'en pas douter, notre attention dans les semaines qui viennent. C'est le cas notamment de la question du remboursement du FCTVA ou de celle des délais d'engagement et de clôture des opérations locales d'investissement posées par nos collègues Michel Canévet et Bernard Delcros. C'est le cas encore de l'imputation en section d'investissement des contributions de l'ensemble des collectivités au Fonds national de solidarité, souligné par Hervé Maurey.
Gageons aussi que d'ici au prochain collectif budgétaire, la transformation du report des échéances sociales et fiscales en annulation pour les entreprises les plus affectées deviendra une réalité. Des négociations sont en cours et nous souhaitons que le Gouvernement parvienne à soulager les entreprises gravement affectées par la crise. Plusieurs amendements venaient préfigurer un plan de relance d'urgence et ont été écartés à ce titre. Nous disons au Gouvernement qu'il nous faudra construire collectivement ce plan de relance et d'investissement. Dans l'immédiat, nous saluons la diversité et la montée en puissance des dispositifs présentés voici un peu plus d'un mois par le Gouvernement et nous adopterons à l'unanimité ce second budget rectificatif enrichi par le Parlement. Je vous remercie et je salue chacun de ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce PLFR, en particulier membres de la commission des finances, mais aussi l'ensemble des services du Sénat qui y ont contribué dans ce contexte si particulier et dans le respect des règles sanitaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le questeur. La parole est maintenant à notre collègue Thierry Carcenac.